Ma grand-mère s'appelle Margot. Ma mère m'a eue trop jeune pour être une maman. Alors Margot m'a élevée. Aujourd'hui j'ai des enfants. J'ai eu 2 maris, plein d'aventures humaines qui ont allongé ma pensée. Mais elle m'élève encore. Elle me grandit. Elle est mon père et ma mère. Elle a dit un jour que je m'étais disputée avec Sonia, une demi-juive comme moi. Tout le monde a quelque chose de bon. C'est ce qu'il faut que tu cherches d'abord. Après, si tu trouves la merde, tu changes de personne. Moi d'abord, tu regardes le bon côté de la lune. Ma grand-mère est tunisienne, juive. Elle est très attachée à la France et aux valeurs de la République. Elle est heureuse que je puisse étudier la langue française à la Sorbonne. Elle sait que les grilles de cette université seront le poste frontalier qui m'ouvrira la voie pour un autre pays. Elle comprend avant tout le monde. Ma grand-mère, elle a une acuité de sonar. Elle scanne le visage des gens. Elle détermine un caractère à la position des yeux, à la grandeur d'une bouche, au volume d'un nez, aux mots qui reviennent aussi. L'éthique de langage. Elle n'a pas lu les livres, mais elle lit la pensée des gens. Elle dit que l'âme d'une personne est écrite sur sa figure. Je ne lui parle pas de Dorian Gray, mais j'évoque un chanteur qu'elle adore. Je lui dis, Léo Ferré, il avait les dents du bonheur. C'est pas prouvé des théories tunisiennes. Elle ne s'énerve jamais, Margot. Elle rit tout le temps. Même quand un jour je me suis mise à peser 40 kilos, elle me regardait et elle a dit « T'as encore oublié de manger cette semaine ?» Et elle croquait dans un macroude dégoulinant de miel. Elle riait encore même si je voyais bien ses yeux mouillés. Ma grand-mère a perdu 3 de ses enfants. Elle n'en a jamais voulu ni à Dieu ni à la vie. Elle continue d'aimer les autres, de prier pour la vie dans le monde entier. Amen, Amen, Amen. Elle le dit en fermant les yeux. Elle aime ses frères humains. Elle dit qu'on a tous un chemin à parcourir. Elle dit qu'il faut faire ce qu'on a à faire. Après, tu t'assois. Elle a toujours tenu debout. Son sourire n'a jamais faibli. Et puis, elle a toujours eu confiance en moi. Alors quand elle a dit « tu t'en remettras », j'ai su qu'elle disait vrai. Je devenais terne. Mes yeux étaient une bouteille de Perrier qu'on a laissée trop longtemps ouverte. Ils ne pétillaient plus. Mes mauvaises pensées assombrissaient mes cheveux. Changer de pays était un arrachement. Mais devoir changer de planète 2 fois par jour est un truc à vous rendre marteau pour de bon. Je maîtrisais mon langage, ma tenue. Je contrôlais mon apport calorique, régulais les flux et reflux comme un douanier américain à la frontière mexicaine. J'étais sous tension. Et Margot m'a dit un matin que je cherchais mes seins sous mon t-shirt. « Regarde-toi, tu t'es disparu. Fais pas temnique avec les Parisiennes, hein. C'est ce que l'on traduirait par « arrête un peu tes manières ». Elles sont toutes maigres, et toi tu veux être plus maigre que celle-là. Ils te prennent comme tu es à la capitale, parce que chez toi il y en a à prendre. Ils veulent pas te prendre, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'ils te laissent. Tu n'as pas été élevé comme eux. Voilà, je te dis. N'essaie pas d'être leur ombre. J'étais déjà l'ombre de moi-même, mais bon. De devenir leur singe. Elles s'emportaient pour se calmer aussitôt. Mais dans tous tes collègues de l'école, il n'y en a pas une qui veut être ta copine? Je lui parlais d'Ariane. Elle dit « Ah, comme la fusée ?» Oui, voilà, c'est ça, comme la fusée. Filiforme et tout le temps au bord de tomber. Je lui ai avoué « Elle est comme moi. Elle n'aime plus manger. » Et ma grand-mère chérie a dit « Amène-la ici. Je veux lui faire à manger. Manger chez les riches, c'est pas le sujet. Ils peuvent tellement tous payer qu'ils oublient l'essentiel. Amène-moi là, je te dis. Je lui ferai un couscous. Ah non, un batapa. Oh non, j'ai une idée. Des janois. » Et elle égrenait ses plats. Elle faisait ses menus, sortait presque la vaisselle que craignait de ne pas en avoir en quantité suffisante et identique. Margot, les pourches des pareils, leurs assiettes, tu sais, c'est la mode bonne franquette. Ariane n'est pas venue chez nous, à la Courneuve. J'avais peur qu'elle soit prise d'un syndrome
de Stendhal inversé. Trop de moche d'un coup. Elle avait grandi au milieu des fleurs et du silence, Ariane. Un matin, elle est venue s'asseoir à côté de moi, entre deux cours. J'avais pris l'habitude de me poser sur les marches d'un petit escalier de la cour de la Sorbonne, et j'organisais des débats muets entre la statue de Newton et celle de Voltaire, qui trône sur le pavé. Elle a demandé si j'avais quelque chose de prévu après les cours, et comme j'avais peur qu'elle me croise désœuvrée, désemparée, esseulée, j'ai répondu un peu trop vite que oui, bien sûr. Alors, elle a fait comme si elle ne m'entendait pas et elle m'a invité à réviser chez elle, puisque les cafés sont pleins de connasses à grande gueule qui viennent en taxi à la fac. J'ai vraiment cru qu'on allait prendre le RER pour rejoindre une ville inconnue de l'Essonne. Ariane était longue et maigre, mais elle avait de grands yeux jaunes qui racontaient le désert et le soleil et les écorces d'oranger. Il y avait tellement de couleurs qui dansaient sur sa pupille qu'on ne pouvait pas détacher son regard du sien quand elle se tournait vers nous. Elle parlait doucement. La force physique se retirait peu à peu de son corps. Ses gestes étaient lents, mais son esprit était vaillant. Je regardais les croûtes sur ses phalanges. Elle regardait les miennes sur mes doigts devenus des sarments secs. Et on se souriait, pas complices pour dessous. On était deux leucémiques dont les fauteuils se croisent dans le couloir d'un hôpital et qui compatissent. Nous étions malades, nous le savions, et comme à cette époque l'anorexie n'était pas encore un sujet à la mode dans les médias, nous nous taisons. On attendait des jours meilleurs en se détestant un petit peu. Quand on n'est pas content de soi, on n'a pas besoin d'avoir un miroir qui nous renvoie à nos faiblesses. Lorsque la journée de cours a été terminée, je l'ai suivi sur le trottoir, rue de la Sorbonne. Il y avait une voiture stationnée, avec à son volant un homme qui paraissait l'attendre. Nous sommes montés à bord de l'engin, et Ariane n'embrassa même pas son daron. Ne dit même pas bonjour papa, pour la bonne raison que le papa en question n'était pas son père. C'était son chauffeur. Ça, je le compris au bout de quelques secondes. Quand nous eûmes refermé la porte, l'homme dit « Bonjour mademoiselle, où allons-nous » Et Ariane répondit sans y penser « On rentre, Gérard. » Je faisais genre tout est normal, un chauffeur va nous amener à Sainte-Geneviève-des-Bois. La meuf assise à côté de moi est noyée dans un jogging Adidas 4 fois trop grande pour elle, mais elle a un chauffeur qui s'appelle Gérard, comme mon oncle. Rue de Tourmont, la voiture s'est arrêtée. Une voiture longue comme un couloir juste pour faire 300 mètres. Ariane m'a demandé de la suivre. Derrière une porte en fer noir, il y avait un jardin, un parc de la Courneuve, en un peu plus petit, et c'était le sien. Derrière les arbres, il y avait une maison de Guy de Maupassant et de Honoré de Balzac, tellement je sentais que des femmes à crinoline, des hommes à cannes dorées et barbichettes pointues avaient dû se donner la réplique. Entre ces murs irréguliers comme la peau d'un lépreux. La maison était belle, le jardin était somptueux. Le verre soufflé des fenêtres et par endroits colorés donnait un charme désuet au tout. Mais en dépit des ombres sous la lumière, des fleurs qui revenaient en ce matin d'avril, l'endroit sentait la mort, le désamour et le silence. Elle m'a conduite jusqu'à sa chambre. Le lit était grand, blanc et défait, et j'ai tout de suite pensé qu'elle avait dû faire de sacrés cauchemars entre ses draps froissés. J'ai demandé « Tu vis toute seule ici ?» « Non, mais c'est tout comme. Ma mère vit au premier, mon père entre le rez-de-chaussée et l'immeuble d'en face où il a installé sa maîtresse et leur fils d'1 an. Sa maîtresse vit à côté de chez vous. Et ta mère, elle dit quoi? Elle dit rien. C'est lui qui tient le porte-monnaie. Et l'autre traînée d'en face, elle tient les cordons de ses bourses. » J'aimais bien comme elle parlait Ariane. J'ai vite compris que c'était un cheveu sur la soupe de sa mère. Cette fille, une feuille de poème égarée tombée entre le page du Vauceau. Elle se nourrissait de livres, juste de livres et de concombres. Elle m'a montré Huysmans, et j'ai pleuré en lisant l'histoire de Martre, qui finit par faire la pute pour être à la hauteur de la société d'apparence dans laquelle elle espère. Huysmans était bourgeois et décadent, mais animé d'une conscience aiguë, aiguisée comme un couteau qui ne pardonne pas, et j'aimais bien penser que des Philistins pouvaient avoir des souffrances, une vie faite de perplexité et de dégoût. Il montrait le noir, le blanc, puis il insistait sur les nuances de gris, et ça me faisait réfléchir. Ariane m'a amené au musée, m'a montré Picasso. Elle m'a expliqué pourquoi Picasso, Bacon, alors que je n'entendais rien à cet art majeur,
La peinture, pour moi, c'était le bâtiment, le travail de mon grand-père qui nous avait nourris. Mécon, c'était juste un truc pas cachère. Sa mère disait que je finirais par les voler. Elle faisait fermer les portes à clé quand il m'arrivait de rester dormir. Et c'est vrai qu'un jour, juste pour lui donner raison, j'ai volé un cendrier Hermès que j'ai ensuite fracassé sur le trottoir de la rue du Bac. Ariane m'aimait bien. J'étais vierge des dérives propres aux filles de son quartier. Je n'étais pas son Victor, l'enfant sauvage qu'il faut éduquer. Je n'étais même pas sa bouffée d'air frais, étouffée depuis l'enfance. Elle n'était pas née au bon endroit comme moi. Et j'avoue que malgré le silence et mesquinerie de sa mère, j'aurais changé sa place contre la sienne. J'aurais changé sa place contre la mienne, sans discuter. Pour l'absence du père qui la faisait souffrir aussi, j'avais été blindée à la naissance. Même si ce n'est pas vrai, qu'on finit par accepter. Je lui demandai. Mais pourquoi avec la thune que t'as, tu t'habilles pas en marque de riche? Elle répondait en souriant sans se moquer que les riches sont souvent les plus radins de la terre. D'ailleurs, ils ne sont pas riches par hasard. Elle disait, ma mère veut m'apprendre la valeur de l'argent. Elle me fait dormir dans des hôtels particuliers. M'envoie son chauffeur parce qu'elle a peur des enlèvements. Elle me largue 100 francs par semaine pour manger, m'habiller, sortir. Et elle fait venir le coiffeur ici tous les matins. Passe sa journée en déshabillé de soie, s'habille à rose. Tu ne connais pas, hein? 500 francs les 3 grammes de slip. Plus cher que de l'or. Elle m'en veut de grandir, ça la fait vieillir. Elle en veut à mon père de s'être lassé d'elle sans le lui dire. Qu'est-ce qu'elle croyait? Il change de voiture tous les ans. Il n'avait pas gardé la même femme toute sa vie. Ça me faisait marrer. On partageait nos rires et c'était la preuve du début d'un amour, je crois. On s'aimait beaucoup, sans se le dire parce qu'on avait des pudeurs aristocratiques. Elle, la grande bourgeoise, et moi, la banlieusard, fille d'une immigrée tunisienne, juive et déjà française, et on se comprenait. Les matins où je me réveillais chez elle, nous faisions des concours de pus de la gueule. Et elle me prouvait sur pièce qu'on a beau boire du thé dans des tasses en porcelaine peinte à la main, se coucher dans des draps en coton égyptien, avoir une fille en noir et blanc qui vous tend un peignoir en réveil, on souffre tous des mêmes émanations gastriques. On lâchait des pets dans la nuit, des pets longs et sonores comme le bruit d'un moustique qui vous cherche des noises. Et je pensais encore, cette fille n'est pas de chez eux. Je ne lui ai pas raconté ma vie, je ne pouvais pas. Pas tout de suite. Je n'ai pas parlé de mon beau-père qui venait de s'enfuir avec sa maîtresse après avoir passé 10 ans à me casser la gueule. Je ne parlais pas de ma mère, de sa dépression joyeuse. Ma mère qui riait tout le temps, même quand elle chialait au lit parce qu'elle ne parvenait plus à mettre un pied par terre. Ma pauvre maman, adorée autant que déchiquetée par les siens qui m'a prouvé dans les moments désastreux de mon existence à montée d'âme. Je ne lui parlais pas de la Courneuve. Je défendais ma ville dont elle se moquait parfois, comme un fils défend sa mauvaise mère parce qu'il vient d'elle. Je venais de là. J'étais de cette municipalité, avec ses violences, sa solidarité, sa générosité et sa laideur. Elle a du mal à parler de sa richesse à venir, son héritage prévu, parce qu'elle savait bien, pour avoir lu Diderot avant moi, que l'argent des sots est le patrimoine des gens d'esprit. L'idiot, selon ses paroles, c'était son père, et moi je crevais de ne pas retrouver le mien. Je l'admonestais, dressée sur son lit, je la blâmais. Je lui disais, tu te rends compte que tu en veux à ton père de vous avoir mis, ta mère et toi, à l'abri du besoin? Je le sermonnais en évitant d'évoquer mon cas, et ses yeux dorés brillaient un peu plus. Ses cheveux blonds et beiges faisaient des vagues autour de son visage, et ça me donnait presque le mal de mer de la voir si triste et si gaie en même temps. Je lui envolais de chipoter avec le bonheur. Elle avait tout à portée de main, et elle faisait la fine bouche. Elle refusait le confort, qui est le début de la sérénité. Enfin, il me semble. Elle aurait pu voyager où bon lui semble, parce que son père savait, pour l'avoir vécu avant elle, que les voyages forment la jeunesse. C'est écrit dans les livres en cuir qu'il n'ouvrait jamais. Il mettait le monde à sa disposition. Et elle, tel que le cochon qui boude sa confiture, elle ne quittait pas Paris. Les bourgeoises vont l'hiver à la Baule en Bretagne, l'état à Biarritz ou en Vendée.
Leur mère souvent possède une maison dans le Luberon, dans le sud-ouest. Nous avions des discussions de fin du monde et des habitudes opposées. Elle buvait de l'alcool blanc à la bouteille et se couchait après minuit. Elle fumait des cigarettes. Et chez nous, la clope est un attribut de putain qui attend. Elle avait des sujets de conversation passionnants. Mais parfois, c'est vrai, je trouvais qu'elle manquait de vice, qui est la face cachée de la vertu, de compréhension du monde qui battait autour d'elle et au milieu duquel elle demeurait immobile. Elle avait préféré se couper des hommes et des choses de l'amour, et on avait ça aussi en commun, elle et moi. On ne pouvait pas prêter nos corps aux garçons, ils étaient scellés. Des planches pourries pleines d'échardes. Et puis, Ariane ne savait pas aimer, on ne lui avait pas appris. Elle en voulait à son père d'avoir été absent, de lui avoir préféré les chiffres et les réunions, alors elle restait loin de son propre cœur. Elle se niait elle aussi. Elle refusait aux autres, se refusait à elle-même. Parce qu'on a beau dire, les gens autour, c'est un petit morceau de nous, forcément. Elle savait qu'elle hériterait d'assez d'argent pour ne pas avoir à craindre, et la peur, vous me direz ce que vous voudrez, c'est quand même ce qui fait courir. Ariane a l'intelligence aiguë. Ariane, belle malgré sa maigreur, passerait sa vie plantée là, parce qu'elle méprisait sa maman et pensait qu'elle ne dépasserait jamais son père. Les parents sont ceux qui, après vous avoir tout donné, vous passent le relais et vous encouragent. Son père, comme beaucoup des pères de méconnaissance bourgeoise après elle, continuait son ascension sociale, sexuelle, sans se soucier du bien-être de sa fille unique. Il devenait un père présent avec son fils, celui qu'il avait eu à un âge où il aurait dû être grand-père. Et ça donnait à Ariane le sentiment d'avoir été un passage judéo-chrétien obligé. Un brouillon de paternité, quelque chose qu'on corrige. Alors elle se punissait. Ariane n'aimait pas la vie. Les livres ne la sauvaient pas comme ils m'avaient sauvée, comme ils continuent de me sauver aujourd'hui que j'ai pu reprendre le fil de mes lectures, maintenant que je n'ai plus de couches à changer. Je lui disais, mais putain, t'as tout, t'as pas ta mère? T'es pas ta mère? Arrête de la regarder avec de la haine, ça t'empêche. Et même ta mère, je suis sûre qu'elle a quelque chose de bien. Ses yeux d'ambre se mettaient à tanguer et elle m'originait. Ma mère? Quelque chose de bien? Tu comprends rien. Toi, ta mère, elle n'a pas d'argent, mais elle te donne. Elle te donne tout le temps. Je vois bien que tu as confiance en toi. Ta mère, elle te donne assez d'amour pour que tu oses. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, la mienne, à part pomper le fric de mon père qui paye encore pour ses absences? Il l'a bien baisé en faisant un gosse à l'autre pute. Elle avait la colère mauvaise, celle qui freine plutôt qu'elle n'entraîne. Elle faisait porter le chapeau de sa tristesse à ses parents pour justifier son incapacité à bouger son cul, de son malheur. Elle m'enviait alors que j'aurais changé sa vie contre la mienne sans discuter et en la payant. Elle voulait connaître Micheline, ma mère. Je ne voulais pas. Elle aurait pu aimer le personnage. Elle est la femme la plus généreuse qui m'a été donnée de croiser. Elle donne sans attendre, en retour, comme dans la chanson bien naze d'Elton John. Ma mère est aussi un danger public quant à la convention sociale. Elle n'a aucune retenue. Elle recrache un aliment inconnu dans son assiette en s'écriant « C'est du chat. Oh les bâtards !» Alors je l'emmène dîner dans un grand restaurant chic. Ma mère aurait pu dire à Ariane « T'as un sac d'os et tes cheveux, c'est du vraiment ?» juste pour avoir une réponse. Non, j'allais pas lui présenter Micheline. J'avais peur qu'Ariane pense que le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre, comme il est coutume de le penser chez les gens dits sensés. Pourtant, je n'ai jamais eu honte de ma mère. Ou alors j'ai oublié. Un jour, Ariane m'a invité au restaurant comme on invite quelqu'un à se jeter d'un pont sans élastique. Je le regardais par en dessous, modèle Lady Di. On n'était pas deux connasses qui vont faire une grosse bêtise. On abordait pour la première fois, et sans se le dire, la question du mal qui nous rongeait. Nous nous sommes retrouvés à table, face à face, dans un restaurant italien de luxe. On a commandé des pâtes, puis de la viande. On a pris un dessert. Elle a commandé du vin. Je n'en ai pas bu. Elle a recommandé un dessert.
et avant de l'avoir terminé, elle a posé un Pascal sur la table et nous sommes partis en courant jusqu'au chez elle. Je culpabilisais à l'idée de jeter tout cet argent que je venais d'ingurgiter dans la cuvette de ses toilettes. Mes crises de boulimie, je les faisais avec du chocolat et la Torprice d'habitude, des faux Pims, des amandes et du lait chaud. Là, j'allais voir repasser en sens inverse des mets dont le prix me laissait croire qu'ils étaient faits de choses bonnes pour la santé. Je culpabilisais de jeter son argent par la fenêtre des chiottes. Ce jour-là, je me souviens comme si c'était hier. J'ai compris qu'Ariane cherchait à se fabriquer un cercueil à 2 places, où j'en étais sûre, elle avait prévu de m'inviter. Ma grand-mère dit, si tu traînes chez le parfumeur, tu sentiras le parfum. Si tu traînes avec les porcs, tu sentiras la merde. Je crois que j'ai eu peur. Je me suis détournée de la seule fille de l'école qui avait osé m'approcher, m'apprécier. L'effet miroir m'a fait comprendre la profondeur du trou dans lequel j'étais en train de m'abîmer. Ma solitude ne fut que renforcée. Et bien que je n'ai pas guéri tout de suite de mon anorexie, je crois, avec le recul, qu'en me sauvant, j'ai sauvé ma peau.